en concernant le but de ma visite, voilà, je me suis proposé de signaler quelques points de rencontre entre les deux auteurs, Saul Leiter et Gerasim Luca, que vous peut-être connaissez ou pas. Des similitudes, je disais, qui ne se retrouvent pas dans leur vision artistique, qui sont d'ailleurs assez différentes, mais dans quelques signes, symptômes, si vous voulez, qui relèvent d'une obsession de fragmentation et de doublement très visible dans le traitement du miroir, en sens strict, et de la réflexion en sens plus large. Je vais d'abord expliquer un peu le titre, qui est assez long, en commençant dans la bonne tradition renversée de miroir par la fin, alors par le choix des auteurs, qui a été si spontané et accidentel que leurs œuvres. Et je trouve que ça correspond bien à leur principe artistique, même si leur principe ne se correspond pas vraiment. Alors, Saul Leiter, comme vous le savez, était un peintre et photographe new-yorkais qui, dans son œuvre, va vers l'abstraction, l'exploration des couleurs et de la géométrie optique en tant qu'habitude de la matière, une matière qui devient plus étrange au fur et à mesure qu'elle nous est plus familier. Tandis que Gerasim Luca, qui était le poète préféré de Gilles Deleuze, un poète d'origine roumaine et d'expression française et romaine, lui qui croquette dans ses écrits, dans ses collages et dans ses sculptures même avec le surréalisme. Parmi leurs points de rencontre, je vais signaler d'abord une certaine affinité pour l'imprécision qui se manifeste dans le tissu urbain, dans l'intimité surprenante et paradoxale de l'espace public, les fractures de l'espace dans le continuum espace-temps, pour être plus précis, que les deux auteurs ne cessent pas de surprendre. Il y a dans les photographies de Leiter, si bien que dans la poésie de Luca, des tranches de réel qui est rendu irréel par ses discontinuités, des tranches qui se superposent ou se juxtaposent d'après une logique de l'accident, comme une dictée automatique de la matière. L'image fonctionne comme miroir arrêté, comme moment en dehors de l'ordre temporel historique. Et comme vous pouvez observer, il emploie une esthétique du collage où l'illusion trois-dimensionnelle de la perspective est réduite à une bidimensionnalité qui lui prête une consistance assez étrange. Et finalement, j'ai observé que les deux auteurs partagent un goût pour une sorte de réalisme dont l'esthétique est détournée vers une manque d'ailleurs très visible, de réalité corporelle. Ce dernier principe mimétique de tournée, établi dans les photographies de Leiter et dans les poèmes de Luca, a fait de l'équilibre entre la présence et l'absence de l'objet, entre la réflexion en tant que phénomène optique et la réflexion comme processus spéculatif. D'ici, le jeu de mots dans le titre, présence reflétée, absence réfléchie. D'ici, les demi-présences et les demi-absences qu'on va suivre à travers des miroirs vrais et faux qui meublent le texte et l'image. Ici, vous voyez encore un jeu, un expériment entre les ontologies négatives et les ontologies positives, le vide et le plan, comme métonymie de l'absence et du présent. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de répétitions dans ce texte et des fois les espaces blancs qui séparent le mot prennent fonction de miroir, c'est-à-dire le même mot est répété plusieurs fois à l'intérieur du même vers ou bien d'un vers à l'autre. Pour continuer, qu'est-ce que ça veut dire un faux miroir? Parce que pour les vrais miroirs, on le sait. J'ai choisi de donner ce nom à toute surface reflétante, soit des vitres, fenêtres, vitrines ou rétines, qui participent à l'exploration visuelle ou déterritorialisation, en empruntant le terme de Gilles Deleuze, à la création des images. Au niveau sémiotique, la photographie et la poésie sont elles-mêmes des faux miroirs, en employant des systèmes de signification qui ont
à la base d'une réflexion continue entre le signifiant, le signifié et le référent. Les deux modalités d'expression, le texte et l'image, sont hantées par une tension réflexive par une prise de la non-séparabilité, à la fois de la non-identité du sujet avec l'objet, du signe avec son référent. Pourquoi l'objet brisé? On a déjà vu la réflexion, on a déjà vu comment la réflexion ouvre des fractures dans l'espace, comme elle donne naissance à des discontinuités qui brisent l'unité de l'espace-temps. Une autre caractéristique de la réflexion est sa double capacité d'engendrer en même temps deux processus tout à fait opposés, la fragmentation, dans la première photo, un peu comme dans la peinture cubiste, et le dédoublement, la multiplication de l'objet originel. On parle donc de la fragmentation, la déterritorialisation, la dislocation, des processus qui opèrent à l'intérieur de l'objet représenté. La réflexion y devient plus imparfaite que jamais et engendre le chaos. Toutefois, comme le disait Sol Leiter dans un documentaire BBC sur sa vie et son œuvre, on peut trouver un certain charme dans l'inconfort, dans le désordre, une confusion agréable, peut-être à la fois, peut-être des fois satisfaisante. Ici, dans les images, on a quelques cubomanies de Gerasim Lukács. Ce sont des œuvres, des photographies ou bien de peintures qui sont découpées dans des petits carrés et puis reconfigurées après une logique spontanée. Il se proposait d'inaugurer une nouvelle ontologie de l'image, de construire une nouvelle syntaxe de l'être et du discours sur l'être. Puis, on a encore un exemple qui relie l'image et le texte dans cette optique de la division. Je vais lire l'extrait de Gerasim Lukács dans l'Amphitrite, mouvement sur thaumaturgique et non oedipienne. Alors, je cite, « Brisé en deux, le corps d'Amphitrite ouvre dans toute sa longueur un sombre et souple corridor par où montent, en s'appuyant sur leurs ailes et en avançant avec difficulté, plusieurs oiseaux de nuit appartenant à une espèce rare. À mesure que leur nombre s'accroît, les deux moitiés de la femme s'espacent. Les deux moitiés de la femme sont perpendiculaires, avec un filet à papillon, la femme tente d'attraper des images visibles et tout en maintenant sa silhouette angulaire, son corps s'envole. » La photographie est un peu une approximation de ce texte. En arrivant au dédoublement, c'est Derrida qui, en archive et signature, observe que si l'on se regarde dans le miroir, on se voit soit voyant, soit vu, mais jamais les deux à la fois. C'est comme ça que pas seulement l'objet est brisé, mais aussi le sujet peut l'être dans une rupture irrémédiable qui dissocie entre conscience et identité. Et j'ai choisi cette image-là parce que je pense qu'elle reflète assez bien cette thèse. Le geste de se regarder se fait dans un nouveau silence, plus éloquent que le langage, dans le vocabulaire chromatique muet, dans l'espace urbain semi-réel, semi-abstrait, en mêlant l'expressivité poétique avec une précise imprécision. Et encore un petit extrait de la poésie de Lukács. Je salue mon double, mon triple, je me regarde dans le miroir et je vois un visage couvert d'yeux, de bouche, d'oreilles, de chiffres. Je suis vraiment méconnaissable. Je disais une précise imprécision en sachant que la répétition est différence dans le sens de Derrida et que selon Deleuze, la répétition est la condition de l'invention et non le simple retour du même. C'est comme ça qu'on reconnaît une sorte d'itérativité infinie.
Je vous présente une photo d'un poème de Gerasim Lukács qui s'appelle Passionnement. Vous voyez, il s'agit des brisures des mots, des répétitions qui déforment d'une rhétorique du bégaiement, d'une sorte d'approximation textuelle et de réflexion imparfaite des mots d'un vers à l'autre. J'ai juxtaposé une citation de Derrida qui vient de la grammatologie et qui dit la réflexion, l'image, le double détruit ce qu'il double, il le divise, il s'en ajoute et le reflète où le double est encore une fois divisé par sa nature. La duplication originelle annule la possibilité d'établir une source ultime, origine et originale, et installe à sa place une infinie référence entre les originaux et le double. La double relation entre l'original et le secondaire, du simple et de son double, relève de cette structure de la référence qui divise ou d'une infinie duplicité. Et nous voilà arrivés aux questions de l'autoportrait dans le miroir, cette espèce de connaissance de soi par méconnaissance dans les plis, déplis et replis d'une construction identitaire problématique. Ici, à l'image, c'est Solleiter qui a d'ailleurs fait plusieurs portraits de soi dans le miroir, toujours en tenant sa caméra à la main. Comme le disait un peintre sur le miroir, je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais Michelangelo Pistoletto. Nous sommes des fragments d'un miroir plus large et le geste autoréflexif équivaut à une introspection qui cherche à fixer dans une fracture dans l'espace précisément le lointain qui nous est intérieur. Finalement, je vais conclure avec une synthèse assez poétique de mon essai de tracer une poétique de la réflexion et de ses pouvoirs corrosifs qui brisent l'objet et le sujet et qui finit en se brisant en soi-même. C'est encore une citation de Gerasim Lukács. À cet échange de couleurs ou de fièvre entre l'œil qui voit et ce qu'il voit correspond sur un plan lyrique la pâleur de l'homme qui depuis quelques siècles se regarde dans le miroir de l'eau. Cette drame de Narcisse devient d'autant plus déchirante dans le lyrisme contemporain que l'homme a cessé de voir dans ces miroirs magiques seulement sa propre réflexion. L'échange des couleurs ou des fièvres entre l'œil qui voit et ce qu'il voit me semble assez attirante que deux loups qui se prêtent les morsures. C'est une citation d'une œuvre avec un titre assez séduisant, Un loup à travers une loupe, qui est paru à Bucarest en 1942 et puis qui a été traduite en français par l'auteur même 50 années plus tard. Merci.